Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais de la diaspora. Vous nous suivez depuis Qatar, vous nous suivez également depuis Japon, Chine, Chypre, aussi en Afrique. Vous êtes en train de nous suivre partout parce que l'émission est en direct ici d'abord dans la capitale de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa sur Pro Channel. Votre émission de chaque jour ici à 16h30, rediffusion 23h, et aussi l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Allez sur la chaîne YouTube au Centre TV, regardez là on a écrit les directs, prenez les liens, partagez. Nous avons 1h30 avec vous, cher public. Vous allez participer dans cette émission, vous allez appeler, poser des questions très questionnantes à notre invité des marques. Je vous avais annoncé la personne, il est ici avec nous, c'est la tête pensante de la République, un vrai panafricaniste. Il est directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, donc le VEPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, au cadre de l'UDPS. Il réfléchit beaucoup pour le monde, pour l'Afrique. Il est ici avec nous. M. Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, cher Delphin. J'estime qu'on va échanger, ça fait un bail. L'occasion nous a donné pour qu'on puisse échanger et effectivement éclairer un certain nombre de choses pour notre peuple. Voilà, vous étiez réclamé par le public qui nous suit souvent, et surtout les Congolais de la diaspora et certains Congolais ici en Afrique. J'ai reçu même l'appel d'un Brazzaville qui a dit: Monsieur Delphin, il ne faut pas au courant de la semaine manquer à inviter les panafricanistes Yamba. Quand il parle, il nous aide beaucoup. Ça vous fait quoi quand les gens se reconnaissent en vous? Non, ça nous fait un peu du bien parce que nous pensons que nous ne sommes pas trompés d'adresse. Nous abordons des questions très sensibles, très stratégiques, et des questions que les gens ne veulent pas souvent entendre. Et donc, lorsque les gens nous réclament, lorsque je vois le nombre de réactions, lorsque je vois le nombre des appels, je me dis, voilà, donc on est sur la bonne voie et ça nous conforte à continuer véritablement à porter l'éclairage pour notre peuple parce qu'on en a besoin. Nous sommes dans une sorte de recherche aujourd'hui des recettes pour que finalement on puisse décoller. Alors, M. Norbert Yamba, vous êtes du RCAB, du VEPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi qui fait également un bon boulot, mais avec vous, on va vraiment parler de certaines questions importantes liées à l'actualité mondiale et africaine, et également la République démocratique du Congo, parce que bientôt il y aura un gouvernement de tous les enjeux. C'est avec vous, M. Norbert Yamba, mais d'entrée de jeu, parce que vous êtes celui qui fait en sorte que le Congo marche, comme dit RCAB. La question de curiosité, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, certains motocyclistes m'ont appelé pour me dire: apparemment, votre ministère, c'est un ministère qui n'aime pas la paix. Vous travaillez contre le peuple, contre le public, contre les électeurs de Félix-Antoine Tshisekedi, en prenant des décisions qui n'arrangent pas cette couche de la population. Vous savez, Delphin, nous ne sommes pas dans une république bananière. Okay. Nous sommes un pays, nous avons promis que le pays fonctionne autrement. Fonctionner autrement suppose qu'on doit installer un état de droit. État de droit, c'est la primauté de la loi. Et nous nous sommes éloignés très largement de cette culture de respect de devoirs, de droits, etc. Il faut donc restaurer, il faut donc reconstruire cette dynamique pour que finalement les gens sachent que tous nous sommes copropriétaires de la République, mais nous sommes aussi tenus à respecter les règles de jeu pour que nous puissions gagner le jeu. C'est cela. La question des motards, c'est une question pendante. J'ai eu à recevoir plusieurs délégations à notre bureau. Vous savez que généralement, lorsqu'il y a un problème qui se pose, il y a ce qu'on appelle des solutions en court, moyen et long terme. Certainement que les motards sont devenus tellement nombreux, ils sont utiles pour notre société, ça c'est évident. Appelés communément les Wewa. Les Wewa. Ils sont très utiles. Mais malheureusement, les faits précèdent la loi. Ils sont arrivés au moment où le secteur n'était pas encore très réglementé. Okay.
Et donc, ce vide-là nécessite naturellement des mesures transitoires, des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il y ait une législation à bonne et due forme qui permette de sauvegarder les intérêts des uns des autres. Donc cela ne veut pas dire que nous sommes contre les WEO, bien au contraire, il y en a de ceux qui vivent dans la périphérie, qui ont besoin de ces moyens de déplacement, etc. Donc, certainement que l'État jusqu'aujourd'hui n'a pas encore suffisamment donné les moyens de transport pour les gens. On a besoin véritablement de cette... Moi, j'ai vu ça, c'est pas seulement au Congo. Hein. J'ai vu dans des pays asiatiques comme la Malaisie, l'Indonésie, Bangladesh, etc., où il y a tellement de motos. En fait, le mouvement, le courant est venu de là. Mais au moins, ils ont réussi naturellement à mettre en place une législation. Vous allez voir même des routes destinées naturellement aux vélos, des routes pour les motos compagnies, etc. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas beaucoup de désordre. Mais ici chez nous, vous allez voir, j'ai dû quitter 10h, 11h. Voilà. Mais je viens d'arriver à quelle heure? Après 6 heures du temps. Ouais. Et vous allez voir, il y a autant de motos, etc., autant de véhicules, tout le monde roule comme il veut, etc. C'est de tout ça qu'il faut mettre de l'ordre. Et le faire n'est pas un crime de lèse-majesté. Bien au contraire, on est en train de véritablement de faire fonctionner notre pays comme monsieur. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas, parce que hier, j'étais avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand Cambéré, qui vous apprécie aussi beaucoup, hein, mais il avait dit apparemment, votre ministère, vous êtes en train d'apprendre, parce que le même Wewa que nous voyons ici, à l'époque des Kabila, ils étaient bien gérés, mais sous votre règne, vous, comme directeur du cabinet du VPM de l'Intérieur, il pensait que vous pouvez faire plus, mais apparemment, vous faites les choses comme le petit monsieur qui ne sait pas la gestion. Non. Il faut pas donner des déclarations qui ne sont pas suffisamment fondées. C'est un phénomène social qui ne s'est pas aggravé à l'époque de Raïs Kabila. Okay. Ils ont préparé un cimetière. Vous dites? Ils ont préparé un cimetière. Le régime Kabila. Je n'ai vraiment pas parlé mal des gens, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un exode rural en proportion de 80%. Okay. Des gens qui quittent la campagne vers la ville et qui croient pouvoir trouver du travail. Or, il n'y a pas de travail. Et les gens prennent des dispositions de survie. Et conduire une moto dans la ville suppose avoir des petits revenus qui permettent à la personne de vivre. Mais ils n'ont pas réglementé. Lorsqu'il dit qu'à leur époque, voilà, un peu les calmes, tout était structuré. Voilà, voilà. Et alors, ils ont quelles règles? Ils ont laissé quelles règles? Je suis au ministère, je n'ai pas vu un arrêté qui réglementait véritablement la situation. Rien du tout. Aujourd'hui, nous avons mis en place une commission qui travaille dans les sens des légiférer un projet, etc. Parce que c'est urgent. Et en attendant, nous prenons des mesures conservatoires compatibles aux intérêts des uns des autres. Parce qu'à un moment donné, on a vu qu'il y a même des montards qui devenaient des koulouna, ils transportent la personne, ils font des dégâts, compagnie, etc. Tout cela doit être mis au devant de la scène pour que on arrive véritablement à chercher des solutions correspondantes. Alors dire que bon, on est amateur, on n'a pas été à mesure, etc. Écoutez, il faut arrêter des conneries, quoi. On ne vient pas faire le jet à la télé, vous savez. On est en train d'y travailler. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs, c'est vrai qu'il y a des douleurs d'enfantement. C'est aussi vrai que nous devons aussi écouter ceux qui nous critiquent. Mais le gouvernement responsable prend des décisions un peu meilleur qui réglemente au moins les secteurs qui posent problème. Quelles sont les décisions importantes que vous, comme DURCAB, du VPM de l'Intérieur, avez-vous prises pour l'intérêt de ces gens? Parce qu'il y a des mesures préventives aussi. Ok, dans un premier temps, parce qu'on ne sait pas les identifier, il faut qu'à un moment donné, qu'ils se retrouvent dans un cadre où finalement, ils s'identifient entre eux. Okay. Parce qu'il y a trop d'infiltrés aussi dans ce métier. Ça, c'est la première chose. Et nous avons discuté avec les responsables plusieurs fois pour que finalement, ils puissent avoir leur association. Cette association continue, encore que ça puisse répondre naturellement à un certain nombre de principes requis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
nous avons également discuté avec eux pour que nous puissions savoir leur agenda. En fait, quels sont les problèmes qu'ils posent et que nous devons être en mesure véritablement de donner des réponses. Troisièmement, nous avons pensé que les motos dans la ville et surtout à la Gombe, où il y a le siège des institutions, avec cette fameuse réputation qui ne rassure pas tellement, nous avons pensé qu'il faut arrêter d'entrer dans la Gombe, etc. Parce que ça apporte davantage des embouteillages hors du commun, etc. Et qu'on leur donne la possibilité, dans des endroits où les taxis ne peuvent pas arriver, dans la périphérie de notre ville, où il y a possibilité de ramener, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de véhicules de transport qui peuvent aller jusqu'en destination, etc. Ils sont libres véritablement de le faire. S'il vous plaît, monsieur le directeur, en prenant cette décision, est-ce qu'il y a des mesures palliatives? Parce que la population qui circule ici à Gombe, cette population, c'est grâce à ces motocyclistes qu'ils arrivent chez eux à la maison, parce qu'il n'y a pas assez de véhicules de l'État, il n'y a pas assez de transports de l'État. Vous prenez des décisions comme ça. Qu'avez-vous fait à la place des motocyclistes? Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais, et on ne fait pas toutes les choses à la fois. Et du coup, parce qu'en réalité, il faut une analyse, il faut rechercher des moyens correspondants, il faut les rendre opérationnels, etc. Tout cela prend un tout petit peu du temps. Il ne faut pas donc, parce qu'on a pris la décision, dit non, on va acheter tous les véhicules aujourd'hui. Ah non. Acheter tous les véhicules suppose véritablement mettre un paquet, etc. Or, nous sommes pourchassés par autant de besoins, autant de problèmes de notre société, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire, etc. Tout cela faisant commune pousse l'autorité à pouvoir réfléchir avec moins d'émotion pour prendre des mesures transitoires. Entre-temps, ne pas laisser le package fermé, mais travailler dans la perspective de pouvoir avoir de solutions correspondantes. Mais, vous savez, on nous a promis des bus, vous savez, il y a eu des bus, et les efforts continuent naturellement. Par rapport à la démographie, ces bus voilà. n'arrivent même pas à faire quelque chose. Oui, mais écoute, nous sommes en train de travailler avec un organisme privé qui doit visiblement travailler dans le cadre de l'encadrement, n'est-ce pas, des motards. Cet organisme privé devra s'occuper non seulement de l'identification des motards, mais également de la formation des motards. La formation des motards. Et cela va permettre naturellement qu'on puisse donner à chaque motard des macarons. La ville saura combien de motards sont opérationnels dans la ville de Kinshasa. Vous n'avez pas le nombre de motards dans la ville de Kinshasa comme ministère de l'Intérieur. Vous êtes censé le travail est en cours. Sécuriser le peuple et la paix de la ville. Vous n'avez pas les statistiques. Regarde. Le nombre de motards. Regarde. Si je vous demande aujourd'hui, il y a eu combien de naissances? Mais vous devez quand même avoir l'idée. Ah voilà, oui, il faut faire attention, oui, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut faire attention. Nous sommes dans un domaine assez scientifique. Je dis que nous connaissons que les motards sont là. Nous sommes en contact avec leurs associations. Nous avons même des estimations. Mais il faut y faire un travail assez scientifique, très rationnel, systématisé, dans le sens de leur identification. Il y a un organisme qui signe un contrat avec le ministère pour faire ce travail d'identification. Et d'ailleurs, cette identification va déboucher sur les contributions de ces motards. Ça veut dire, si le motard a le macaron, on a ses coordonnées, on connaît son adresse, etc. On n'a pas besoin véritablement de le chercher. On peut savoir où il est. Et à la fin, par exemple, d'un exercice, on peut réclamer la contrepartie. Et M. Yamba, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que dans votre ministère, vous et le VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, vous prenez des décisions avec les IMER sous l'émotion? Ce n'est pas des décisions d'État. Presque 2 ans, vous êtes avec lui, vous ne connaissez même pas l'effectif de ces motards. Est-ce que ce n'est pas un problème? Vous ne créez pas l'insécurité dans la ville de Kinshasa? Vraiment, il ne faut pas tirer des conclusions non concluantes. Je suis en train de t'expliquer la procédure de manière rationnelle. 2 ans déjà, c'est beaucoup. Mais non, écoute, on n'a pas fait 2 ans. Je vous dis que nous avons un chiffre. Mais ces chiffres s'augmentent au jour le jour. Et nous avons pris une décision d'avoir
une entreprise qui devra travailler essentiellement sur cette question. À la fin du mandat. Non, pas à la fin du mandat. Le contrat, elle est là, il est là. Cette entreprise vous a déjà donné la probabilité qu'on peut avoir combat? Écoutez, il y a toute une procédure. Vous avez été habitué à travailler sans procédure. Et nous pensons que ce n'est pas l'État seul qui doit faire le travail. Et l'État travaille avec des organismes privés. Et ces organismes privés déposent en bonne et due forme leurs documents de fonctionnement. Ça veut dire qu'on a élaboré des thèmes de référence, on a déterminé l'offre qu'il faut et on demande naturellement à l'entreprise de présenter sa capacité de pouvoir répondre à la préoccupation. Et donc c'est tout un dossier. Et ce dossier tombe au bureau du vice-premier ministre qui met en place une commission d'évaluation, etc. Cette commission analyse, rappelle les différents soumissionnaires, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une entreprise. Il faut arriver véritablement à faire le choix. Plusieurs entreprises arrivent et on essaie de voir quelle est l'entreprise qui est capable véritablement de répondre à la question. Et on fait le choix de l'entreprise. C'est là qu'on procède, n'est-ce pas, à la signature du contrat. Et la signature du contrat, il faut donner le temps au déploiement, n'est-ce pas, de l'entreprise, de mettre en place son bureau, de mettre son matériel, etc., d'identifier. Et donc, tout ce temps, il ne faut pas dire 2 ans, nous ne sommes pas là 2 ans. Nous sommes arrivés au mois d'avril. Depuis les remaniements de Samadé? De Samadé, oui. Et donc, nous sommes là. Mais vous étiez là avant même. Non. Moi, je m'occupais de la décentralisation. Donc, je m'occupais de la décentralisation et moi, je ne suis pas preneur de décision. Je travaille dans l'ombre. Vous avez... Écoutez, c'est très important. Ne fouillez pas vos responsabilités. Non, je ne peux pas fouiller les responsabilités, mais moi, je ne peux pas non plus décider à la place du ministre. C'est très important. Moi, je travaille dans l'ombre du ministre. Mais vous réfléchissez avec lui avant de prendre la décision. J'ai réfléchi. Vous contribuez comme directeur de cabinet. Bien entendu. Mais il a le droit de veto. Ok. Alors, M. Norbert Yamba, je voulais vous poser la question concernant les objectifs que vous vous êtes assignés en étant là pour la ville de Kinshasa comme DIRCAB avec le ministre, je comprends, vous avez dit. Il y a un gouverneur de province pour ça, parce qu'en réalité, écoutez, parce qu'il il faut pas faire la confusion. Notre pays a connu une restructuration géographique. Qui donne la possibilité à des niveaux, c'est-à-dire le niveau central et le niveau des provinces, comme étant 2 pouvoirs distincts. C'est très important. Et donc, il y a des compétences qui sont dévolues au gouvernement central, des compétences exclusives, elles sont 39, et des compétences exclusives au niveau de la province, 29. Et il y a des compétences concurrentes, ce qu'on appelle partagées, 11. Et donc, lorsque vous vous trouvez devant une situation, la question de la circulation, vous avez suivi les vignettes, c'est la province, etc. Et donc, cette responsabilité relève de la capacité, de la compétence de la province. Sinon, on crée une hiérarchie de pouvoirs concomitants. C'est pas bon. Et donc, nous intervenons certes pour donner des grandes orientations, définir les différentes politiques, comme on est en train de se battre aujourd'hui pour qu'effectivement la question des motards soit résolue au travers une législation qui permette de pouvoir tranquilliser les uns les autres, etc. Comme nous sommes en train de parler des questions d'embouteillage, on discute avec les provinces pour voir de quelle manière on peut y arriver, compagnie, etc. Et donc, nous ne pouvons pas arracher les compétences de la province pour dire parce que nous sommes ministère de l'Intérieur. Mais vous avez plus de veto, vous avez plus de pouvoir. Attention. Dans une situation de restructuration géographique, je parle sous le contrôle de tous ceux qui se réclament experts sur la question, qu'il n'y a pas un problème de veto. La province est autonome de prendre les décisions stratégiques qui relèvent véritablement de ses compétences. Oui. Mais le ministre de l'Intérieur peut suspendre le gouverneur de la ville. Mais écoute, il a plus de pouvoir. Non, c'est pas un problème. Le gouvernement central. Non, attention. Le gouvernement central donne la rétrocession à la ville. Donc, le gouvernement central a la même mise également sur la ville. Oui, bien entendu. Mais attention. Il ne faut pas confondre les choses et dans la confusion, c'est comme ça que... Et déjà, vous êtes le directeur... Je voudrais simplement dire que le gouvernement central a ses prérogatives. Le gouvernement provincial a ses prérogatives. Le gouverneur de province est contrôlé par l'Assemblée provinciale. C'est très important. Et même sa déchéance est prononcée par l'Assemblée provinciale. Et le président de la République
Lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de désigner un autre gouverneur qui a suivi la procédure normale, c'est là qu'il intervient justement pour la nomination sur base d'une ordonnance. Certainement que le président de la République, il est censé être le garant de la nation, il a des grandes responsabilités vis-à-vis des provinces, parce que l'unité de commandement doit être préservée. Mais est-ce que c'est pour autant dire que le gouvernement, le président de la République ne peut pas donner des injonctions? Oui, il peut donner des injonctions, tout en sachant quelles sont les prérogatives qui sont dévolues à la province. Et pour aider la province d'améliorer sa gouvernance, il est capable de le faire. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre qui représente les chefs de l'État dans la structuration du niveau central jusqu'à l'échelle au niveau local. Et en tout état de cause, lorsqu'il y a du désordre, lorsque ça ne marche pas, et donc, il est capable de prendre des mesures conservatoires, mais pas pour licencier un gouverneur, pas pour ne sais pas quoi, etc. Seul le président de la République est capable, lorsqu'il voit qu'il y a persistance d'un conflit entre le gouverneur de province et l'Assemblée provinciale, donc les institutions provinciales, à ce moment-là, il dit, pour sauver la province, il faut donc mettre fin, naturellement, aux responsabilités de certains personnes. Merci, M. Norbert Yamba. Je précise que c'est un panafricaniste au cadre de l'UDPS, du cadre du VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, c'est la tête pensante de la République. M. Norbert Yamba, pour vider cette question, j'aimerais quand même poser cette question de motocyclistes. Il semble qu'ils sont victimes de leur marche devant les ambassades. Parce que récemment, ils ont marché et sur ce, vous, les Durkab, et votre ministre, vous êtes sous les manœuvres de ces Occidentaux, vous agissez par procuration et vous les avez sanctionnés parce qu'ils avaient envahi les ambassades. Toi aussi, j'ai beaucoup de respect pour vous, Delphin. Je pose des questions du public. Mais quand vous dites pas quand même de relayer les questions. Vous et votre ministre. Non, non, il n'y a pas deux personnes qui décident à l'intérieur. Okay. Il y a une seule personne qui a reçu mission de décider. Moi, je suis son collaborateur. Qui contribue aussi à la décision. Bien entendu. Okay. Je contribue. Et ce n'est pas pour autant que j'ai le monopole de la décision. Okay. C'est très important, ça, parce qu'il ne faut pas porter la confusion. Est-ce que c'est pour autant dire que les motards, parce qu'ils ont marché devant les ambassades et qu'ils sont victimes ah non, 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 il faut arrêter, c'est mal connaître. On vous a donné les injonctions par les hommes forts. Il faut arrêter. Pourquoi vous m'appelez panafricaniste? Pourquoi vous m'appelez panafricaniste? C'est parce que la vision est fondamentalement afrocentrique. Ce n'est pas hérocentriste. Non. Ça veut dire que nous devons affirmer notre autonomie, notre souveraineté. Certainement que cela ne peut pas remettre en question les relations que nous avons avec nos amis. Parce que nous devons, tout à fait cessante, montrer que nous sommes quand même solidaires à nos amis, etc. Mais l'opinion publique, qui relève de la citoyenneté responsable, peut pouvoir exprimer autre chose que nous qui connaissons les règles de l'art. Ça s'appelle, en géopolitique, le politiquement correct. Nous faisons le politiquement correct. Mais la population peut faire politiquement incorrect. Okay. C'est-à-dire, en fait, nous sommes dans les règles de l'art. Et la population peut ne pas être dans ces règles de l'art. Mais nous avons la responsabilité d'encadrer notre peuple pour que notre image soit préservée. Et si nous faisons ça, ce n'est pas pour autant dire que nous sommes corrompus par les gens de l'extérieur. Sinon alors, tout ce que nous connaissons comme difficulté, tout ce que nous avons comme injonction, en commençant par le chef de l'État lui-même, par rapport à nos positions sur la situation de l'Est, la gouvernance de notre pays, etc. Et sinon, ça se ferait sans beaucoup de problèmes. Mais parce que nous tenons à affirmer notre leadership, nous tenons à démontrer que nous nous battons pour qu'un jour, le Congo, notre pays, l'Afrique, puisse véritablement retrouver sa souveraineté. Merci. Et donc, nous ne pouvons pas tomber dans le sens de pouvoir punir nos compatriotes parce qu'ils ont fait... Mais dans tout ça, il faut respecter les règles du jeu, il faut respecter la loi. Est-ce que l'ambassade peut être violée? Moi, je dis non. On ne peut pas, on peut pouvoir faire des revendications en faisant une déclaration, en écrivant, en demandant de rencontrer tel ou tel ambassadeur par rapport à telle question, etc. Et beaucoup d'organisations le font. Mais est-ce qu'il faut violer, non, je ne dis pas piller, mais brûler, etc. Non, non, il faut... On regarde des éléments que vous avez comme
au ministère de l'Intérieur, vous êtes au DIRCAB. Est-ce qu'il y avait violation des ambassades? On avait pillé, on avait brûlé. On a arrêté qui finalement? Il ne faut pas considérer que l'ambassade vient du ciel. On n'a pas arrêté personne. On a dit que pour réglementer de manière anticipative la situation, pour que ça ne se désagrège pas, donc il faut éviter. Il faut éviter. C'est conservatoire. Merci. Éviter, les suspendre pour les interdire d'accéder à la ville de la Gombe. Il y a un diaspora qui m'a dit, vous serez avec Yamba Yamba, mais j'aimerais que vous puissiez lui poser cette question. Quand il avait pris cette décision d'interdire les motards d'accéder à la ville, est-ce qu'il n'a pas voulu retourner le Congo à l'époque de la colonisation où le peuple congolais s'est limité vers Magasin, n'entrait pas ici en ville? Ouh là 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 là. Ça donne... c'est avant. Il a restitué essentiellement l'histoire, ça c'est évident, parce que Kalina, les nègres n'avaient pas suffisamment accès, etc. Bon. Vous êtes, mais ça s'est révolu. Ça s'est terminé. Vous avez les panafricanistes, y compris à la tête de l'État. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que le domaine des motocyclistes aujourd'hui n'est pas réglementé. Et l'impression que ça donne, c'est comme s'il y a un désordre organisé. Il faut accélérer les choses dans le sens d'avoir une législation correspondante pour que finalement on libéralise cela. Mais donner l'impression, même pour nos partenaires, de considérer que nous sommes dans un désordre incommensurable, c'est ce qu'il faut éviter, et nous avons la responsabilité de protéger l'image de notre pays. Merci, vous avez la responsabilité de protéger l'image de notre pays, chers compatriotes. L'émission est en direct sur votre chaîne YouTube aussi, au Centre TV. Allez sur YouTube, au Centre TV, prenez les liens, laissez vos commentaires, envoyez vos questions. Je vais ouvrir le téléphone. À la fin de l'émission, vous allez appeler pour poser des questions. Les panafricanistes qui est ici, les directeurs à cabinet, il y a ministre de l'Intérieur, VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazay, au cadre de l'UDPS et aussi panafricaniste. Il est ici pour à répondre là. Mais avant de passer à autre chose, monsieur le DIRCAB, monsieur Norbert Yamba Yamba, je peux avoir la photo du commandant de la ville, monsieur Blaise Kilimbalimba, parce que c'est également dans votre secteur la sécurité du Congo et de la ville. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna. Vous me posez des questions comme DIRCAB ou vous m'avez appelé pour comme panafricaniste? Panafricaniste, cadre de l'UDPS, DIRCAB, vous répondez avec tous ces chapeaux. Non, parce que je n'ai pas reçu tous ces mandat. Monsieur Norbert Yamba Yamba, pas reçu mandat de mon ministère. Vous, votre ministère est censé également sécuriser la ville, avoir l'idée sur la ville et gérer les tensions. Aujourd'hui, les phénomènes Kuluna vous a dépassé ou vous êtes complice? De fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Depuis les années 2000, j'avais fait un travail ici, c'était une recherche d'action dans la commune de Kimbanseke. À l'époque, j'ai préparé une thèse sur le développement à la base. Et ça m'a poussé naturellement à travailler même avec les jeunes gens qui sont aujourd'hui considérés comme des Kuluna. Okay. À l'époque, en 2003 déjà, ils étaient 22 000 dans la ville de Kinshasa. Okay. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers. À l'époque, c'était des Chégués. On les appelait des enfants en situation difficile, okay. En situation de détresse, okay. Des Chégués. Mais la moyenne d'âge, c'était 9 ans. Et j'avais fait des projections à l'époque. J'ai dit, dans 10 ans, les enfants qui ont 9 ans auront 19 ans. Ce sont des adultes révolus. Et quelle sera la situation? Ça sera un danger public. Okay. Ça sera un danger public. À l'époque, certes, parce que vous avez tendance à comparer le régime passé, le nôtre, etc. Et une bombe à retardement domestiquée, incubée hier, et qui explose aujourd'hui, vous avez tendance à me dire, mais pourquoi ça explose? Mais vous ne savez pas quel était le degré d'incubation de ce que cela représente. Mais voilà, une situation qui a été domestiquée de cette manière-là, une situation qui n'a pas trouvé solution, et qui visiblement aujourd'hui, avec le temps, le niveau
de l'âge de tous ces enfants, etc. Et voilà, on se trouve avec une armée de chômeurs de luxe et dangereux sur le marché. L'armée des chômeurs? Une armée de chômeurs de luxe, dangereux, oui, sur le marché. Et les Koulouna prennent plusieurs formes. On parle de plus en plus des kidnappeurs aujourd'hui, etc. Oui, oui, oui. Il y a même des Koulouna qui sont des jeunes gens qui ont été à l'université, qui ont tel ou tel diplôme, etc., mais qui en fait ne trouveront pas du travail, et puis focalisent sa vie autour de ces actes incontrôlés. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons réfléchi. D'abord, au premier mandat du président de la République, il a été décidé de remettre en scène cette initiative de Kanyamaka Sese qui a été prise par le président Laurent Kabila comme service national. Cette initiative, elle est louable. Et on prend les enfants et on les amène pour leur apprendre le métier. Il y en a ceux qui deviennent des agriculteurs, il y en a ceux qui deviennent des maçons, des menuisiers, etc. Mais attention, si dans l'hypothèse, on amène 2000 Koulouna, il faut se poser la question, quel est le degré d'infrastructure au niveau des Kanyamaka Sese? On en a 2000, parce que la cause qui provoque les Koulouna, c'est l'instabilité des familles. Si les familles sont instables, c'est très clairement, les gens, on aura une usine de production de Koulouna sur le marché. Alors on amène 2000. Il faut que l'année prochaine, on amène encore 2000. Entre-temps, ces gens-là, lorsqu'ils travaillent, on leur paye, certes. Mais ils sont en train, pratiquement, de pouvoir occuper les infrastructures qui ont été mises en place. Et alors, les 2000 qui vont venir encore, les autres 2000 qui vont venir, ils vont aller où? C'est comme ça qu'au niveau du ministère, nous avons mis en place une commission pour réfléchir sur la rationalisation de cette initiative que nous considérons très louable. Si dans l'hypothèse, on a des Koulouna convertis, réinsérés dans la société, socialisés dans la société, nous pouvons considérer que le moment où ils sont en Kanyamaka Sese, c'est un moment transitoire de réinsertion, de socialisation. Et au terme d'une échéance bien déterminée, et moi j'ai toujours considéré comme à la fin d'une saison culturelle, il faut qu'on soit en mesure de considérer que ces enfants-là ont reçu la formation qu'il faut, il y a une conversion des esprits, etc., des attitudes, des comportements, des états d'esprit. Ces gens-là doivent rentrer, soit ils acquièrent tel ou tel terrain pour faire le travail et travailler comme chef d'entreprise, soit ils rentrent dans leur milieu respectif pour faire ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas, au niveau du centre. Ils deviennent donc des éléments de référence, ils deviennent donc des éléments dynamisants qui permettent véritablement de donner l'exemple à leurs compatriotes qui sont encore sur le terrain. Et donc, ce qu'on le faisait sur place à Kanyamaka Sese, il peut le faire pour encadrer les autres. C'est très important. Moutandis, pour ceux qui vont venir, il faut qu'à l'échéance, ils soient en mesure de rentrer, s'installer. Mais entre-temps, on ne s'arrête pas. Il faut améliorer la situation des familles. Il faut que les parents puissent bien toucher le salaire. Il faut qu'il y ait un travail qui permette la résorption du chômage, etc. Il faut un très bon climat. Et le président de la République a voulu prendre des décisions concomitantes en disant, OK, maintenant que nous avons des jeunes gens qui peuvent véritablement devenir des entrepreneurs, mais il faut aussi avoir des entrepreneurs seniors dans la jeunesse. Alors moi, je mets ce qu'on appelle le fonds de garantie pour avoir une pépinière d'entrepreneurs. Et le fonds de garantie va analyser les projets bancables et c'est sur base de cette analyse, on peut donner des moyens aux gens qui peuvent s'installer comme des exploitants. Et ils vont engager les jeunes gens. Imaginez-vous quelqu'un qui, avec assurance, aura quand même son salaire à la fin du mois. Il ne peut pas poser des actes incontrôlés pour dire aller tuer ou aller blesser, compagnie, etc. Avec tous les risques d'être tué, tous les risques d'être emprisonné pendant tout le temps. C'est cela. Et donc, le président de la République met en place un fonds de garantie, encore que ça s'accélère parce que c'est un élément important. Le président de la République met en place la banque de développement rural.
Autrefois, nous avions la Banque des Crédits Agricoles. À 90, j'avais sorti un livre sur le crédit, la Banque des Crédits Agricoles, mythe ou réalité. À l'époque, j'avais trouvé que, sur base d'une enquête qui a été faite, que 99% n'est-ce pas, des crédits qui ont été donnés à la classe politique. Pas aux paysans, pas aux exploitants, pas aux fermiers. Et c'est tombé. Tu vois, on a mis les services des cadastres, etc. Et donc, il faut qu'on reprenne cette histoire pour donner aux gens qui en ont besoin. Regardez, vous pouvez quitter Kinshasa jusqu'à Bandundu. Vous allez voir des espaces et des espaces. Vides, et vous savez, vierges. Mais ce sont des espaces occupés. Et les occupants font de la spéculation. Et en dépit de la loi foncière, en ayant 3 ans, si on n'exploite pas, eh bien, il faut récupérer. Et donc, tout ça, ce sont des questions. Il y a des espaces qui ont fait 30 ans, 20 ans, c'est toujours comme ça, c'est ça, on a besoin aujourd'hui que chaque ministre fasse son travail. Et d'ailleurs, c'est le deuxième mandat du chef de l'État, et ça va être une occasion, sincèrement, à donner au ministre de prendre des initiatives. C'est pas normal qu'un ministre soit là et son rôle est essentiellement signer des arrêtés pour nommer tel ou tel. C'est le cas avec les actuels ministres? Non, je dis, je dénonce. Okay. Non, je dénonce pas. Je donne le principe. Ils ont un pouvoir limité? Les ministres? Les ministres? Non, ils n'ont pas de pouvoir limité. Comment le chef de l'État peut limiter le pouvoir des ministres? Lui qui s'occupe de tout le pays. Mais c'est un problème d'initiative. Il n'y a pas beaucoup d'innovation en fait. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Il faut que chaque ministre vraiment travaille. Encore que, il faut qu'il y ait une unité d'évaluation qui sait apprécier la performance de chaque ministre. Merci M. Norbert. Nous avons tellement de questions et de thématiques à traiter avec vous. Vous allez nous excuser. Cher public, on doit vraiment y aller vite. M. Norbert Mbemba, avant de passer à autre chose, à la formation du gouvernement et ainsi de suite. Mais quand j'ai annoncé qu'il allait vous recevoir, autant de questions, presque dans plusieurs territoires, les AT m'ont appelé, les administrateurs des territoires, ils ont fait autant de mois impayés. Vous luttez pour le bien-être de la population, votre parti également lui dépasse. Comment vous avez nommé les AT, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas ni le fonds pour leur fonctionnement, ni les salaires? Ça vous arrange? Comme directeur du VPM de l'intérieur? Non, ça ne peut pas nous arranger. Ça ne peut pas nous arranger. Donc, mais il faut comprendre un peu comment on est organisé sur le plan de restructuration géographique. Avec la décentralisation, née depuis la loi 18 février 2006, je vous ai dit qu'il y a deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Il y a aussi 3 niveaux de gouvernance. La gouvernance à l'échelle nationale, la gouvernance au niveau provincial, la gouvernance au niveau local. Au niveau local, vous avez 4 entités. Vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs aux chefferies. Chaque niveau a une particularité, l'autonomie, la capacité de poser des actes qui sont susceptibles de produire des effets de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le pays est grand, 2 345 000 km². 100 fois plus que le Rwanda. Et donc, chaque territoire... Le Congo est 100 fois plus que le Rwanda. Plus que le Rwanda. Le petit pays qui nous menace. Mais voilà, c'est 26 000 km². Okay. C'est comme le territoire de Lomé. Okay. Oh, nous avons 145 territoires. Vous voyez? Et donc, nous avons dit que diriger le pays seulement à partir de Kinshasa, ça prend du temps en termes de décision, de l'efficacité, de la rapidité, etc. Il faut donc mettre en route la décentralisation qui permette de transformer les différents centres de subordination, les différents centres qui en réalité n'avaient pas de compétences naturelles pour transformer ces différentes entités. Il faut qu'ils deviennent des centres d'initiative, il faut qu'ils deviennent des centres d'impulsion, qu'ils prennent des décisions à leur niveau, et c'est comme ça qu'on leur a donné des organes. Vous avez les exécutifs, vous avez le législatif qu'on appelle le conseil au niveau de la ville ou commune, secteur, etc. Et donc,
les entités qui ont été choisies dans la partie territoriale pour devenir véritablement des entités d'impulsion, d'initiative et de décision sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. La particularité dans ces différentes entités, c'est d'avoir un programme. Un programme, c'est un ensemble de projets. Et le projet, c'est un ensemble de réponses aux problèmes qui se posent dans cette entité. Et aussi avoir un budget. Les problèmes que nous avons ont un budget. Ça correspond à combien par an? On dit, bon, il faut 1 milliard de francs. 5 ans, 5 milliards. OK. Et alors, maintenant, l'entité a son conseil, qu'on appelle une assemblée locale. Il y a l'exécutif. Il y a des échevins à l'intérieur de cette entité. Et on essaye de s'occuper des compétences qui leur sont reconnues. Parce que quand je suis à Kimbaseke, je regarde, il y a un petit pont qui sépare entre des quartiers. Et on ne peut pas travailler, on attend. On attend. Et pourtant, ce serait une responsabilité qui serait directement. Vous allez même dans une commune. Vous regardez le plafond, il n'y en a pas. Vous voyez ce que cela représente? Et donc, il faut leur donner cette possibilité. Mais on a considéré ces entités comme étant décentralisées. Chacun doit avoir un programme. J'ai fait une étude, j'étais encore étudiant à l'université d'Anvers, dans la ville de Kinshasa, les 24 communes. Et cette étude m'a donné des résultats. Où c'était en 2001. L'heure d'arrivée, par exemple, de bourgmestre, c'est à 14 h. Pour rester 2 heures du temps en attendant ce qui était au marché de ramener les bitins et s'en aller. Aucun contrôle. Aucun suivi, surtout qu'il n'y a pas de conseils locaux. C'est cela. Et donc, on est dans cette situation-là. Mais entre-temps, avant que les communes deviennent des entités décentralisées, mais il y avait des territoires. Les territoires, aujourd'hui, ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient avant. Ils sont des entités déconcentrées, c'est-à-dire des entités qui requièrent le prolongement du gouvernement central au niveau à l'échelle locale. Or, ces entités déconcentrées, que sont les territoires, n'ont pas de budget de développement. Et donc, comme c'est le prolongement du gouvernement central, c'est le gouvernement central qui doit donner des moyens à ces entités. Et que ces entités déconcentrées sont à la disposition du gouverneur de province. C'est que le gouverneur de province, qui est un pouvoir, parce qu'il travaillant, il peut donner des mandats bien déterminés aux administrateurs de faire le travail, le monitoring de l'action publique, pour voir si effectivement les différentes prévisions de ces entités décentralisées se fait comme il se doit, etc. Et donc le gouverneur de province peut aussi intervenir. Mais malheureusement, depuis les ordonnances de novembre 2002, je crois. Et donc, on attend. On attend. Et les gens n'ont pas encore touché quoi que ce soit. Mais le président de la République, il avait déjà levé l'option. Parce que je suis dans ce... Vous l'avez dit, hein, je suis dans ce ministère. C'est le deuxième mandat. Oui, oui. Il a dit non, mais comment expliquer que les administrateurs n'ont pas quelque chose et qui sont boulamatari? Et c'est comme ça que le secrétaire général, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, avait pris des dispositions pour que finalement, que tous ces administrateurs soient budgétisés. Parce qu'ils ont besoin d'un petit budget. Être administrateur, au moins, on a 21 jours d'itinérance et 10 jours de rester au bureau. Mais ils ne font plus l'itinérance. Ils n'ont même pas les moyens de mobilité, etc. Excusez. Et donc, ils méritent d'avoir un fonds de fonctionnement qui leur permette véritablement de faire le travail. Et qu'est-ce qui traîne que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas ces moyens? Vous savez que... Qu'est-ce qui fait que ça traîne? Lorsqu'on gère l'abondance dans une insuffisance, ça pose toujours problème. On gère l'abondance dans l'insuffisance. C'est-à-dire trop de problèmes et peu de moyens. Et cela pousse à des priorités.
Encore que bon, leur situation n'est plus au frigo, c'est sorti parce qu'il y a des prévisions budgétaires. Il y a des prévisions budgétaires au sujet de... Donc vous les assurez parce qu'ils sont en train de nous regarder dans tous les 145 territoires. Moi-même, j'ai conduit une délégation à l'Assemblée nationale. J'étais avec le secrétaire général de l'Intérieur et nous avons défendu à la commission économico-financière de l'Assemblée pour que finalement... l'argent qui leur est destiné soit pris en considération. Alors, chers AT et les administrateurs de territoire, vous avez eu la réponse rassurante du CAB, du VPM de l'Intérieur, M. Norbert Yamba, panafricaniste, l'homme qui aime à ce que le peuple se sente mieux. Il a donné des réponses, espérant que dans peu de temps, vous aurez vos moyens. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Laissez vos commentaires sur le lien et vous allez appeler, je vous rassure, vous allez appeler pour poser vos questions à l'homme qui est ici avec nous, un homme qui est très proche de la population, un cerveau penseur de la République. Monsieur Norbert Yamba, vous aimez bien la bonne gouvernance, vous voulez que le pays africain puisse avoir leur autonomie de gestion, le pays africain puisse s'égaler avec, peut-être dépasser les pays de l'Europe ou soit où. Mais bientôt là, la RDC aura un nouveau gouvernement. Les chefs, lors de la prestation, l'avaient dit: je veux éviter les erreurs du passé pour que ce nouveau mandat soit un mandat meilleur. Vous, comme penseur, comme l'aigle, la personne qui voit l'avenir d'un pays, quelles étaient les erreurs qu'avez-vous constatées? Je ne parle pas du président, de l'ancien gouvernement. Non, mais écoute quand même. Vous me posez cette question, moi je fais partie de l'équipe gouvernementale. Comme un scientifique, comme un scientifique. Je ne pose pas la question comme politique, comme un scientifique. Mais alors, tu as brandi ma qualité de directeur de cabinet, donc je ne peux pas non plus me détacher du directeur de cabinet pour être scientifique. Sentez-vous à l'aise. Tu vois, donc non, je suis à l'aise, mais ce qui est vrai, c'est que, ouais, écoute, ce qui peut être considéré comme erreur, c'est que, bon, lorsqu'on fait 5 ans, on acquiert une expérience grandissante, cumulée autour de la gestion des institutions. On découvre les hommes, on découvre les problèmes, on découvre les solutions, et on s'est dit, maintenant, si à un moment donné, je n'avais pas connu suffisamment les hommes, si je n'avais pas connu suffisamment les problèmes, maintenant, au moins, je connais ce qui se passe, je connais ce que je veux, et j'ai envie d'avoir un personnel qui m'accompagne pour réussir. Alors, quiconque qui va tomber sur ces incohérences, écoute, on les mettra à la rigueur du régime disciplinaire. C'est ça ce que ça veut dire. La photo du chef, s'il vous plaît, M. Stéphane, la photo du chef, parce qu'ici on parle de la formation du gouvernement. Mais avant cela, M. Norbert Yamba, les gens se moquent surtout beaucoup de votre parti politique UDPS. Hier, j'étais avec Ferdinand Kambere ici, le secrétaire général adjoint du PPR des partis chers à Joseph Kabila Kabange. Il a dit l'UDPS, c'est un parti limité, avec des cadres, pas des cadres, mais plutôt avec les gens qui ne maîtrisent pas trop la gestion. Un parti, ce n'est pas un parti des cadres. Augustin Kabouya a ramené le rapport de sa mission comme l'informateur auprès du chef, mais avec trop d'insuffisances selon les opposants. Les chefs n'étaient pas convaincus. Il lui a dit d'aller ajouter certaines choses. Est-ce que ça vous lèse, vous, l'UDPS? Mais je comprends plus le rien. je ne comprends pas vraiment. Le chef a lu le rapport. Regardez, le chef était en train de lire, mais il a trouvé qu'apparemment, ce n'était pas convaincant. Il fallait que votre secrétaire général aille compléter. Je m'excuse beaucoup. D'abord, deux choses. Okay. Premièrement, l'UDPS, ce n'est pas un parti des cadres. Okay. Attention, attention. Je salue Ferdinand là où il est. J'ai toujours aimé sa pondération, même si des fois il déborde. Okay. J'aime bien son caractère, il est conciliant, etc. Mais écoutez, quand même, de grâce, mon cher Ferdinand, vous allez dire qu'on n'est pas qu'un cadre. Vous allez dire que tous ces gens-là qui se sont battus, etc. Mais c'est ignorer l'UDPS. Qui ont créé l'UDPS? Ils étaient 13 parlementaires à l'époque. Et il faut ajouter des hommes d'un grand éclairage, des grands esprits, comme Kibasa Maliba,
qui n'étaient pas parlementaires, qui étaient au bureau politique. Vous avez des gens comme professeur Liao et compagnie, etc. Ce sont ces cadres-là qui vivaient une vie d'aisance et qui ont pensé que le pays devrait fonctionner autrement et qui ont décidé de s'éloigner de leur avantage pour résister devant une dictature perfectionnée. C'est comme ça qu'on a créé l'UDPS le 15 février officiellement 1982. Et parce que moi je suis à l'UDPS à 83. 83. Oh là là. Et on a mis en place ce qu'on a appelé des groupes de réflexion. Et dans la structuration de l'UDPS, vous avez le directoire national, vous avez le comité national, vous avez le secrétariat national, vous avez le président fédéral, donc au niveau de province, et ça va jusqu'au niveau des présidents sectionnaires et au niveau des quartiers sous-cellulaires et au niveau des villages des présidents cellulaires, ce qu'on appelle des comités cellulaires. On a été organisés. Et à l'intérieur des différentes commissions, j'allais dire des groupes de réflexion, ce sont des cadres universitaires, des cadres économiques, etc. Ça, c'est un parti dont les cadres ont administré une leçon à la population et ont embarqué la population parce qu'ils ont suscité l'espérance, ils ont suscité les intérêts. C'est un parti de la base. Excusez, mais c'est cette appropriation, c'est parti des cadres pour construire une passerelle avec la base et mettre en place une certaine cohérence mathématique au niveau des aspirations avec la base qui fait de l'UDPS un parti phénoménal. Ok. Voilà, l'UDPS c'est un parti phénoménal où on ne comprend pas qui est base, qui est le sommet de la pyramide. Il n'y a pas un désordre organisé au sein de l'UDPS? Non, il n'y a pas de désordre. C'est comme ça, nous avons... Mais comment? Avez-vous déjà vu un parti? Le chef du parti n'était même pas président de la République. Il est parti, il est décédé. Paix à son âme. Etienne Tshisekedi de reste mémoire. Mais le président Félix est arrivé président de la République après la mort de son père. Est-ce que c'est son père qui lui a recommandé? Non. Mais excusez. Okay. Excusez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le parti était bien structuré. Certainement que cela ne nomme pas le prestige d'avoir atteint des plus grandes performances. Bien au contraire, quand mon ami Ferdinand Cambéré critique, nous devons être attentifs pour intégrer naturellement ces différentes remarques à l'intérêt de la restructuration de notre parti. Ça, on peut l'accepter. Mais dire qu'il n'y a pas de cadre, qu'on pourrait mettre en question ce qui représente la pépinière de ces hommes et femmes qui ont fait une résistance et qui ont pensé que le pays doit fonctionner autrement et qui se sont donné plusieurs années, soit à apprendre. Il faut voir combien de hommes... Mais M. Norbert Mbayamba, il ne faut pas seulement parler en termes d'années, mais la honte, selon les opposants, c'est que votre secrétaire, l'image du parti, il a été nommé par une ordonnance. On lui a donné 1 mois pour faire un bon boulot, d'identifier la majorité, de compléter, de faire ce qui est nécessaire pour aider les chefs à aller vite. Mais il fait un travail faible. Les chefs n'étaient pas contents. Je dis bien selon les opposants, il lui dit d'aller ajouter certains éléments. Et est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a eu un travail précipité, un travail pas fourni, un travail fait à la légèreté? Les opposants vous reprochent que votre secrétaire a fait une honte. Non, moi je voudrais quand même rectifier quelque chose. J'ai suivi votre émission avec Ferdinand. Là. Et vous avez semblé croire que, bon... le secrétaire général n'a pas étudié et que bon, c'est un parvenu. Ah non. Le secrétaire général, parce que vous aimez bien les études. Nous, on ne veut pas. Moi, depuis que j'ai considéré que la classe intellectuelle est fondée sur... Bon, il a étudié, mais pas avec... pas au même niveau avec les Chadari et les autres. Bon, lui, il a encore étudié, il semble. Non. Il a une licence. Okay. C'est un économiste. Merci pour l'information. Oui, c'était licencié en économie, en sciences commerciales. Tu vois? Qui dit mieux? Des gens qui ont supporté la faim pendant des années et qui ont survécu à cause de leurs efforts pour avoir ne serait-ce qu'une chemise, pour avoir ne serait-ce qu'une cravate. Ces gens-là méritent respect et considération.
Je ne veux vraiment pas parler des diplômes. Mais écoutez, revenons sur une question fondamentalement intellectuelle. Oui. Vous dites non, il est allé déposer le travail. Précipité, de manière précipitée. Non, on lui a donné un délai. Voilà encore. Lorsque vous ne comptabilisez pas les choses telles qu'elles se sont passées, à ce moment-là, vous risquez de tirer des conclusions non concluantes. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue là où il est et que je félicite par rapport à sa perspicacité, etc., personne n'aura cru ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a résisté contre vagues et marées. Et alors maintenant, il a fait un travail, il a réuni toute une équipe. Ils ont produit un travail. Mais écoutez, le président de la République n'est pas une boîte aux lettres. Okay. Le président de la République a la configuration de la classe politique et du regroupement qu'il a soutenu. Et donc, pour avoir certains éléments un peu clarifiés, il a dit, il y a moyen de revoir ça. Ça veut dire en fait que sa mission quitte celui d'informateur qui avait pour mission de dégager la coalition, mais aussi de lui donner la photographie de ce qui représente les différents regroupements et la clé de la répartition de ce qui peut représenter le ministère. Et ça, c'est la responsabilité du président de la République. Ne pas le faire. Ne pas le faire. C'est accuser de faiblesse. Et le président lit. Et il dit, ok, c'est bon pour cette première étape. Alors maintenant, faites-moi avancer dans telle direction. Mais c'est comme ça un chef. C'est comme ça un chef. Si chez eux, comme vous dites, Scambéré a fait un document, et puis ce document est accepté même si on ne l'a pas finalisé, et puis là on l'a accepté, ce n'est pas la compétence, c'est pas la compétence de celui qui a élaboré le document, mais c'est la compétence de la personne qui a fait valider un document qui ne représentait pas tous les atouts à rechercher. C'est ça. Donc il faut que ce débat qui consiste à considérer le cadre de l'IDPS comme étant des gens non compétents. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous, on s'est battu plusieurs années, malgré les difficultés. Et ils sont conscients, ils étaient au pouvoir. Certainement qu'ils ont vu des gens qui venaient, qui roulaient, etc., qui ont été finalement achetés. Mais il y a aussi des gens qui ont résisté. Est-ce que vous allez dire sincèrement que nous ne méritons pas mieux? Merci, M. Norbert. Au sein de l'UDPS, il y a également des cadres, M. Ferdinand. Bon, moi je connais plusieurs cadres. Vous avez M. Yamba, quand il vous parle, vous sentez que l'intelligence coule et la sagesse, la connaissance déborde. Quand Jacquemain Chabani vous parle, vous sentez un homme calé. Quand Chilumba vous parle, il y a tellement de gens. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Alors, M. Norbert Yamba, si ça vous dérange, vous devez excuser les opposants parce qu'ils ont la manière de voir les choses, de voir l'IDPS. Alors, non, excusez, je ne peux pas montrer ma colère vis-à-vis de l'opposition. La démocratie elle-même, c'est une gestion des contradictions, c'est un droit au désaccord. L'esthétique et l'ambiance démocratique demandent à l'opposition de raffiner, de rationaliser, de critiquer compagnie. Je vous en viens. L'esthétique et l'ambiance démocratique. Voilà. Merci, M. Norbert Yamba. Parlons du gouvernement. Oui. M. Norbert Yamba, c'est important. Quel type d'homme que le Congo a besoin maintenant pour entourer les chefs, l'aider dans sa mission de sauver ces Congos? Est-ce qu'il y a des critères? Vous savez, le chef, c'est un manager principal. Et je le connais comme leader transformationnel. Mais il n'a besoin que des hommes qui peuvent transformer. Pas des hommes qui peuvent dire, mais transformer. Pas quelqu'un qui vient, il s'installe dans un bureau. Des bureaucrates. Et puis bon, il est auréolé de prestige, d'excellence ou d'honorable. Il faut quelqu'un qui sait lire et qui sait dégager une matrice qui correspondrait à un système de problèmes correspondant à un système de solutions. Et qui met en route une feuille de route et qui se donne des échéances pour dire que pendant 5 ans, voilà ce que nous entendons faire. Voilà ce que cela représente en termes de coûts. La première année, voilà ce que je ferai. Le président de la République, lorsqu'il a, en 2019, 2019, il avait organisé un séminaire de renforcement des capacités.
au gouvernement, ils étaient à Zongo. Ils étaient à Zongo. Et je crois que l'indicateur principal qui était exigé à l'époque, c'était la feuille de mission. J'avais animé plusieurs formations avec l'ancien Premier ministre Zongo, d'Itogo, ni un prophète chez lui. Mais au moins, on a été avec, par le passé bien entendu. Mais ici, il y avait une lettre de mission. Cette lettre de mission n'a pas fait beaucoup de suivi. N'a pas fait beaucoup de suivi parce qu'il y avait une sorte d'incompréhension entre le président de la République et le Premier ministre qui venait de l'autre camp. Il y en a paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. Est-ce que... Ouais, je m'excuse beaucoup, je risque de... J'ai pas du professeur Ilungu Kamba. Ah bon. Paix à son âme politique ou bien... Non, non, alors j'ai confondu. Je m'excuse beaucoup. Il ne faut pas... Ouais, il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ah, que le Seigneur soit loué. Mais politiquement, il... Non. Que le Seigneur soit loué. J'étais très choqué à un moment donné. Bon, j'étais en forêt, c'est vrai. J'étais en forêt. Je croyais, donc on parlait d'un autre Ilungu. Je comprends. Et donc, cette incompréhension-là n'a pas permis naturellement de faire un travail professionnel de suivi. Et au point où il y avait des gens qui avaient élaboré leur ordre de mission. J'ai l'occasion de voir un peu les différentes recommandations. Je salue ce qui se passe depuis la création de l'Union sacrée et les décisions gouvernementales. Où vous voyez le secrétaire général du gouvernement reprend un certain nombre de recommandations. Mais destiné à chaque secteur, à chaque ministère. Il faut, et vous parlez des erreurs, il faut que ce travail de recommandation fasse véritablement l'objet de suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des recommandations, mais qui n'ont pas avancé. Alors, ou soit, ils ont été bités des difficultés, des décaissements de l'argent, compagnie, etc. Et ça, pour l'instant, je crois qu'il est important qu'à l'intérieur du Conseil des ministres, qu'on approuve les différentes feuilles de route et qu'on détermine le montant et qu'il y ait un engagement formel de celui qui va gérer les finances, de libérer souvent l'argent lorsqu'on en a besoin pour réaliser telle ou telle action. Et ce management souple, rapide, va permettre de grandes performances. Mais vous pouvez avoir des idées. Vous avez des actions à mener et vous n'arrivez pas à mobiliser des ressources. À ce moment-là, vous n'aurez pas à réaliser. À ce moment-là, quand on réalise une action, on dit non, on a réalisé. Il y a une différence entre réalisation et résultat. On est dans la réalisation, mais on n'est pas dans le résultat. Et les résultats doivent avoir un impact sur la population. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, ce sont de vrais guerriers, de vrais warriors, des vertébrés, des hommes qui sont préoccupés par l'avenir de la République, des hommes qui sont préoccupés par l'ampleur des problèmes que nous avons, des hommes qui sont préoccupés par la position géographique qu'occupe le Congo, la gâchette du revolver, les hommes qui sont préoccupés par le fait que l'Afrique est retardée à cause du Congo. On peut quitter du nord au sud, on peut quitter de l'ouest à l'est. Lorsqu'on arrive, on arrive au centre, on est bloqué parce qu'il n'y a pas de route. Et donc, il faut que chacun qui est nommé ministre, par le simple fait qu'il vient d'un groupement, ce n'est pas le simple fait qu'on a crié, qu'on a travaillé pour le président, etc. Ah, mais non. Le président a aussi besoin de marquer son parcours. Il a besoin, il sort d'un parti qui a suscité les espérances d'un peuple. Il sort d'un parti qui a suscité les attentes. Et tout le monde croit. Et l'élection du président de la République n'est pas le résultat parce que telle ou telle personne est intervenue. Parce qu'on n'a pas trouvé mieux que lui. Il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de lui-même, un devoir de redevabilité vis-à-vis de son parti et de son père, qui est parti sans avoir récolté quoi que ce soit, si ce n'est que la maturation de notre peuple. Et donc, on a besoin aujourd'hui, pas des gens qui aiment l'argent, qui font passer l'argent
que les réalisations avant. Mais des gens aussi qui ont une référence. On ne peut pas recruter quelqu'un qui a déjà posé des actes contrôlés et on les met, on l'aligne à un an. Il faut tenir compte de la probité morale. La probité morale. Il y a un problème réel de la classe politique dans notre pays. La moralité. La moralité. Et ça, le chef de l'État, comme je vous avais dit, si hier, à un moment donné, il ne connaissait pas suffisamment les gens, il avait besoin des hommes et des femmes pour être avec lui, au moins 5 ans après, il connaît quelle est la culture domestique dans notre pays. Okay. Il connaît certaines personnes et il doit tenter. Et si, dans l'hypothèse, on n'en trouve pas, le président doit mettre en place un cabinet de recrutement des gens. Un cabinet? Un cabinet de recrutement. Un bureau d'études qui va pourchasser les Congolais, les meilleurs Congolais à travers le monde. Mais une question de curiosité, quelle est la mission de l'ANER? Parce que c'est un service d'intelligence aussi. Ils peuvent également aider les chefs en connaissant les hommes, leur passé et autres. J'ai l'impression qu'il y a certaines institutions qui ne font pas également bien. Non, cher ami, j'ai l'impression, je précise. Vous savez, Delphin, depuis que je côtoie ces différentes institutions, à l'époque, je croyais que bon, il n'y avait rien, quoi. Vous trouvez des hommes compétents. À la NER, à la DG. Oui, il y a des hommes compétents, mais apparemment... Même au niveau des ministères. Si les jouisseurs, un peu partout. Bien entendu, bien entendu. Et ça, c'est le chef de l'État qui doit donner le temps. Et tous ces gens vont se mettre en branle pour travailler. Monsieur Norbert Yamba, un gouvernement de tous les enjeux, mais le chef est devenu un problème. Monsieur Stéphane, la photo de l'Assemblée nationale où le doyen Bosso, j'aimerais bien quelqu'un qui symbolise notre Assemblée nationale. Aujourd'hui, le chef a une majorité, entre guillemets, confortable. Plus de 400 députés. À l'époque de la coalition avec les FCC, il fallait partager des postes. Les histoires de l'autorité morale, vous connaissez ces spectacles désolants. Et aujourd'hui, le chef est censé nommer les gens selon les quotas de chaque regroupement et de chaque parti politique. Donc, plus de 400 députés, le gouvernement passé, on avait plus de 60 quelques ministères, donc automatiquement, avec plus de 400 et quelques députés, on peut aller à 80 ministères. Parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Comment gérer cette question de la gestion des ambitions, des uns des autres? Moi, je ne partage pas votre vision. Non, la logique, vu le quota... Il faut faire attention. Vous avez un document pour ça? Bon, l'informateur est en train d'identifier. Bien entendu. Il y a même les opposants qui ont rejoint Mouzitou et Matata et leurs députés ont rejoint l'Union sacrée. Mais est-ce que excusez, sincèrement, Seigneur, on fait comment dans ce pays? À un moment donné, il y a eu une coalition entre FCC et CACH, n'est-ce pas? Le président de la République n'avait pas la majorité et FCC avait la majorité. FCC ont donné un premier ministre avec 65% des membres du gouvernement. Et CACH a sorti 35%. On a vu quelles étaient les difficultés liées au fonctionnement véritablement de cette coalition. Beaucoup de gens n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. La plupart des décisions du chef de l'État n'ont pas été rendues opérationnelles à temps voulu, à temps opportun. Et puis, bon, on a fait 2 ans comme ça, sans grande performance. Et le président de la République réfléchit à un animal politique. Et voilà. Il sort avec l'idée de l'Union sacrée. Et il dit maintenant, là, il faut sortir du juridisme. Il faut aller dans la philosophie de la pratique politique. Donc il avait charcuté la Constitution à l'époque, selon les opposants. Si c'est compatible aux intérêts de tout un peuple. Et voilà, on sort du juridisme, on est dans une situation extra-juridique, momentanée, pour permettre à ce qu'on puisse se poser la question fondamentale. Nous faisons quoi pour sauver la République? Et pour sauver la République, il faut arrêter le clivage. Et c'est comme ça qu'on a mis fin au clivage. Quitte
quiconque qui voudrait que nous soyons ensemble pour que nous puissions sauver notre peuple, eh bien venez. On a créé l'Union sacrée. Et voilà. Il n'avait pas beaucoup de temps. C'est 2 ans. Et avec 2 ans, avec beaucoup de problèmes du Congo, etc., c'est pas facile de relever le défi. Mais au moins, il y a eu des actes qui ont été posés, des actes phares, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration par rapport à la capacité d'imagination et de créativité du chef de l'État. Mais au moins, on a tiré une leçon. En se disant, nous étions là, certainement que nous avons pris nos amis et il fallait se répartir les responsabilités. Alors, à nos élections, cette fois-ci, l'idée c'est donner une marge de manœuvre au chef de l'État pour qu'il puisse être un peu plus libre de décider sur le profil, le casting de ces gens. Et c'est comme ça qu'on a demandé qui veulent. Et les gens ont adhéré. Alors, maintenant nous formons une équipe. Nous formons une équipe. Une équipe pour gagner. Gagner quoi? La pauvreté. Okay. Alors, si nous voulons véritablement gagner la pauvreté, faut-il dire que parce que j'ai autant, certainement qu'on doit tenir compte de la configuration de l'équipe. Mais on doit plus tenir compte du profil des hommes. Ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme. Okay. Le diplôme, c'est un diplôme, c'est un parchemin. Mais le diplôme n'est pas l'intelligence. Vous risquez de décourager les étudiants. Ah, non, mais les étudiants... Non. Il y a trop, il y a des analphabètes culturels. Okay. C'est que Bassan dit que des abrutis fondationnels. Donc, on donne la marge, ça c'est la particularité de cette grande réforme. Donnons la marge de manœuvre au chef de l'État pour qu'il fasse son casting. Certainement qu'il peut discuter avec les membres de la coalition. Mais accepter que le Congo a beaucoup de défis. J'ai vu la coalition, j'ai vu les ministres qui ont été nommés. On leur a donné des responsabilités. Je n'ai pas beaucoup ressenti des grandes réformes mobilisatrices qui font décoller de point A vers point D. Alors, si ce sont les mêmes qui sont chefs de regroupement, et ce sont les mêmes qui reviennent, et s'ils vont décider sur l'avenir de la société en choisissant des hommes et des femmes, surtout que la complaisance a élu domicile, on fait comment? C'est qu'on n'aura pas donné le président de la République la marge de manœuvre, construire son autonomie au niveau du choix des hommes et des femmes. On lui donne juste un petit quota, mais entre-temps, les gens se choisissent. Oh, on connaît! Il faut contrôler les différents ministères. Vous allez voir. Combien sont nommés? Qui sont dedans? Quel est leur profil? Ils viennent d'où? Vous allez voir. Mais il faut éviter de récompenser les gens par rapport à la lutte. Non, ce n'est pas une récompense. Okay. Il faut la méritocratie. Non, il faut mériter. Okay. Il faut mériter sincèrement. Et le Congo a beaucoup donné. La plupart des chefs de regroupement, le Congo leur a tout donné. Maintenant, on a besoin véritablement qu'il donne quelque chose au Congo. Mais M. Mbayamba, la question est réglée par la Constitution. Il ne faut pas demander au chef de l'État de violer encore une fois la Constitution, parce que le problème des quotas dans les gouvernements, c'est fort dans l'Assemblée nationale. Donc, si vous avez 20 députés, vous avez 10 députés, vous avez les postes du ministre, vice-ministre et plusieurs postes de mandataires. Donc, c'est normal, il faut satisfaire les gens, il ne faut pas créer l'infiltration. Non, je n'ai pas dit de ne pas satisfaire les gens, encore que c'est un terme très sale, impropre, qui n'existe que dans des pays en déroute, en situation de détresse. Tu vois, c'est pas une récompense. Chacun a mérité, il s'est investi, il a construit son ancrage territorial, sociologique, institutionnel. Il a son poids politique. Effectivement, il faut que ce poids soit ressenti. Là où j'interviens en disant oui, le plan politique, mais donner quand même la possibilité au chef d'avoir une marge de manœuvre au regard c'est pas du profil qu'il aura défini, que les gens soient choisis en fonction de ce profil-là, et que lui-même ait la possibilité de choisir
sur 4 personnes présentées, par exemple, en tel ou tel ministère, etc., et qu'il soit en mesure de choisir un. Mais il ne faudrait pas faire comme j'ai vu à l'époque du gouvernement Kizenga, déjà donner une liste de 3 personnes, mais lui-même et ses enfants. Et donc, pour que ça tombe bien. Écoutez, les gens ont acquis... les gens ont acquis des habitudes réfractaires au développement. Raison pour laquelle, vous voyez, même quand quelqu'un est député, il a son fils suppléant, sa femme, compagnie, etc. Et donc, cette république bananière-là qu'on voudrait construire doit être évitée par l'UDPS. Alors, monsieur Norbert Yamba, je vais ouvrir les téléphones parce que le public a besoin de vous poser des questions. Il y a déjà des questions ici. Il y a autant de questions, mais parce que monsieur Yamba veut que les gens qui peuvent collaborer, être dans le gouvernement, à côté du chef, que ce soit des gens qui méritent, nous les journalistes, en faisant également des recherches, nous devons quand même encourager ceux qui ont travaillé aux côtés du chef. Par exemple, il y a le chargé des missions du chef de l'État. Moi-même, j'ai suivi ce qu'il a fait. L'homme mérite. Monsieur Pacifique Kacha, j'aimerais bien avoir sa photo ici. L'homme que vous voyez ici, c'est un chargé de mission du chef de l'État. Il était au four et au moulin, aux côtés du chef, pour faire la volonté du chef, pour faire ce que le chef veut pour l'intérêt des Congolais. L'homme, il était chargé du Grand Est. Concernant ces projets de PDL 145 territoires, j'ai vu les images. L'homme a fait un suivi, vérifié, un suivi considérable. J'ai vu là où il n'y avait pas les écoles, j'ai vu les écoles, j'ai vu les centres de santé, et de telles personnes méritent d'être à côté du chef, l'aider pour que le chef amplifie sa vision pour que la population se retrouve. Vous devez l'inviter là. Oui, nous devons quand même encourager ceux qui ont travaillé. Mais il faut éviter d'être agent de publicité. Non, les gens qui ont travaillé méritent également. Et ce sont les erreurs d'hier. Non, les gens qui ont travaillé méritent la communication positive de la population congolaise. Je suis dans la société civile, quand les gens de l'Est m'appellent pour me dire voilà ce que le chef a fait, et la personne qui était désignée ou soit chargée pour faire ça, il a accompli sa mission. Nous devons quand même encourager de telles personnes, ça c'est important. Monsieur Norbert Yamba, avant que j'ouvre le téléphone, une question, parce que vous êtes panafricaniste. Il y a le président burkinabé qui a dit quelque chose qui m'a vraiment tapé. Le député au Burkina Faso ne touche pas les salaires. Il a réduit les trains de vie des institutions. Est-ce ici chez nous au Congo, c'est possible de le faire ou de faire ça? Il faut le faire parce que ça s'est déjà fait. Déjà dans les années 70, il y avait des députés qui ont été désignés à l'époque, suivant la procédure du MPR, compagnie, etc., mais qui touchaient le jeton de présence. Mais il faut savoir photographier la société. Ne faites pas les choses parce que Burkina Faso a dit, etc. Et donc, nous devons être à mesure véritablement d'appliquer ça comme des petits perroquets. Ah non. Quelle est l'attitude, quelle est notre expérience vécue dans notre pays par rapport à la rétribution de nos députés? Et c'est sur base de ça, et même si on veut apporter des réformes, il faut qu'il y ait des moments de transition, des mesures transitoires. Certainement qu'on peut revisiter le salaire, ça ne pose pas de problème. Mais vous voyez quelqu'un qui va quitter je ne sais pas où, etc., et qui vient ici juste pour attendre le jeton de présence, même si c'est consistant, je pense que ça ne correspond pas. Mais moi, j'ai écouté Ibrahim Traoré, le président des hommes intègres. Leur pays, c'est les hommes intègres. Lui-même continue à toucher le petit salaire de capitaine, etc. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut voir les comportements, l'état d'esprit, etc. Le président ne peut pas le faire maintenant parce qu'il risque d'avoir tout le monde contre lui. Mais il faut savoir annoncer. Il faut c'est graduel. Il faut savoir aussi dire que voilà, regardez ailleurs que ça se fait. Eh bien, pourquoi nous ne pouvons pas
pour que nous puissions profiter aussi de certains soldes pour arranger les routes et compagnie. Merci. Merci, M. Norbert Yamba. Là, nous allons basculer en bilingue, hein, parce que c'est important. Il faut faciliter aux gens qui nous suivent, même maman ou langue de mondialité. Chers Congolais, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Allez là, on est écrit direct. Prenez les liens, partagez. Chers Congolais de la diaspora, vous savez directeur à cabinet et ministre de l'Intérieur, VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, panafricaniste qu'il est. Il est également cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Quelqu'un qui maîtrise bien les questions politiques de notre pays parce qu'il a traversé plusieurs générations. Alors, M. Norbert Yamba, la première question des téléspectateurs, Bokoyi Kobenga, Obengi, Nakotiayo Awa, mais ça là aussi qu'il y a télévision. Tant que s'éloigner de la télévision, autour de la question. Tout le monde est tout le monde transport, tout le monde est ville, à Kinshasa, tout le monde gouvernement, formation gouvernement. Je vous laisse une seule question. Les chefs de l'État avaient dit, je dois éviter les erreurs d'y passer pour faire mieux dans le mandat. Quelles sont ces erreurs, vous, le peuple, Bokoye, sa chef, à éviter? Parce que nous avons un formateur qui est ici, qui est également le directeur à cabinet, il y avait plein de l'intérieur. Alors, c'est une émission participative. Chers Congolais, j'ouvre la balle. Bobenga, Botuna, Mituna Nabino, il est ici avec certains Congolais de père et de mère. Mon frère Delphin, je suis très content de toi parce que tu es de la génération montante. Monsieur Norbert Mbemba, bonjour. J'aime bien votre échelle de réflexion, mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que les athées, c'est le gouvernement provincial qui doit s'occuper d'eux, alors le gouvernement central est démissionnaire. Merci mon ami, je n'ai pas dit que le gouvernement provincial doit s'occuper d'eux. J'ai dit que les athées, ils sont dans une entité déconcentrée. Une entité déconcentrée, c'est une entité qui agit par délégation. Ça s'appelle prolongement du gouvernement central. Mais tous les administratifs qui sont à province sont à la disposition du gouverneur de province. Et donc, celui qui doit résoudre le problème des athées, c'est le gouvernement central. C'est comme ça que j'ai dit que le gouvernement central, au travers du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, par son secrétaire général et moi-même, nous avons été à l'Assemblée nationale, auprès de la commission économico-financière, pour défendre le budget qui a été destiné aux athées. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque ce nouveau budget sera rendu opérationnel, je crois qu'on va trouver solution, parce que le président de la République n'a pas aimé que cette situation soit ce qu'elle est. Et je crois que toutes les batteries sont en marche pour que finalement, ce problème trouve solution. Donc, mais je dis ceci. Ils sont en province, ils ont comme autorité de proximité, c'est le gouverneur de province, et si le gouverneur de province peut faire quelque chose, pourquoi pas? J'avais vu, ça fait 17 ans ou 20 ans que je travaille avec les provinces, et j'ai vu dans certaines provinces, le gouverneur de province arriver, en attendant la rétrocession, prendre des moyens. J'ai vu dans une province, on a acheté même des véhicules pour les athées, par la province. Et donc, c'est une façon de dire que c'est une responsabilité partagée. C'est ça. Voilà. Oh là là, je ne sais pas si je peux lire ces messages, mais je dois quand même les lire. J'ai des larmes aux yeux. Norbert Yamba, c'est une espèce rare. Cher journaliste, je t'interdis de l'appeler DIRCAP du VPM. Il ne mérite pas là où il est. Le Congo n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons des solutions à l'interne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Mais écoute, mon ami, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Nous avons travaillé, on était très jeunes. J'avais 22 ans quand j'ai adhéré à ce parti. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais été devant la porte de qui que ce soit. J'ai cru que notre pays fonctionne autrement. Je continue à croire que ça doit fonctionner et ça a commencé à fonctionner autrement. Le moment viendra
où on peut avoir des responsabilités à quelque niveau que ce soit. Déjà, le DIRCAP, ce n'est pas donné à tout le monde. Je le fais. Peut-être qu'un jour viendra où j'aurai d'autres responsabilités. Salut mon frère, je vous suis depuis 4 ans. Le Congo, c'est un pays béni, mais je me demande comment on n'est pas conscient de ce que Dieu a mis dans notre pays. Nous pouvons changer ce pays si on suit les conseils donnés par M. Norbert Yamba-Yamba. Le chef n'a pas besoin de satisfaire les gens, il a besoin de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On a besoin de ça, parce que le combat qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas un combat de chanter, de danser, c'est un combat pour lutter contre la pauvreté. Raison pour laquelle le président a dénommé son gouvernement, le gouvernement des Warriors. Warriors, ce sont des guerriers, des vertébrés, des gens qui doivent se battre, pas se battre pour devenir mannequin, se battre contre la pauvreté. Quelle politique utiliser pour lutter contre la pauvreté dans les secteurs qu'on vous a donnés? Et tout cela nécessite des réformes. Parce qu'on a cultivé une attitude, un comportement, un état d'esprit. Mais cela ne nous a pas favorisés. Il faut donc faire autrement les choses. Et ça, mon ami a raison de dire ainsi. Merci, je prends l'appel. Allô? Allô? Voilà. Et il appelle na WhatsApp. Cherchez là où il y a la connexion, appelez. Vous pouvez appeler au Kobenga Otuna Mutuna na yo, sens-toi à l'aise. Monsieur Yamba-Yamba Lobagalingala, très bien. C'était un Congolais de père et de mère. Il est ici avec nous. Posez vos questions. Somono comme un message au commun. Somono Kobenga Otuna allo de Yamba-Yamba na moni boye. Cette émission est ouverte à tout le monde. Sentez-vous à l'aise. C'est ça aussi la beauté de la démocratie sous le régime Tshisekedi et la liberté d'expression. Mais Tango Benga, Zala responsable. Vous posez la question à un responsable. Quelqu'un qui peut vous donner deux réponses. Monsieur Delphin, le chef de l'État ne doit pas subir la pression de ses collaborateurs. Moi, je pense avoir une majorité de plus de 400 députés. Cela ne l'empêchera pas de faire un gouvernement de 30 ministères où il peut trouver des oiseaux rares pour l'aider à bien faire les choses. Voilà. Posez des questions à M. Yamba-Yamba, il est là, appelez, posez des questions. Ndeko Delphin Naza Motar, Koyoka Ndeko Yamba-Yamba Kolobaete, Bazu mesures conservatoires pour éviter Bisotoko Tagombe, j'ai des larmes aux yeux. Bongo babandi te ke biso pe toza ba parents to komi na suka ya mwe sengela ki to futa to sala akana Gombe. Ndeko susi na ngai na banza Delphin uti koloba na mutu moko na kolika na bitumba depuis kaka pa bitumba bon ya baimboka lokola bino bato ko sala makasi po bo vivre bo leisa ba famille na bino na mwa kokyo bozana yango jamais na kokota na lingomba ke do babundisa bino to basa bino mabe mais eloko de salemaki moni mwa ba kokoso ezalaki yango wana il y a des mesures ezala ngoma conservatoire bi to sala boye calme kota bongo siko to ko revoir entre temps babi s'appelle loi eza ko régir bino donc bozana ko ikampiko nyose ko sala mandenge ngobani parce que le ministère a prend déjà la responsabilité na epona ko sala biloko oyo ko favoriser bino pe ko favoriser pe bato mususu bon injustice ezalati voilà l'IDPS n'a pas de cadre moyen. Là, vous avez... voilà, là, j'appelle Yandeko. Allô? Allô? Allô, Ndeko, Bengi Biswa pour le Biboni. Oui, na Bengi Biswa depuis Djiringi. Bengi Biswa na Djiringi, Tozo Yokayo. Bon, na Zotu na Boye. Est-ce que... Nkina na Ngeza Boya? Ba wewa, bandamanso ba wewa. Mesure oyo opekisa bango na kokota na Gombe euti à partir ya manifestation basalaki vis-à-vis ya ambassade. Mais sikoyo tant bon basali manifestation wana bazwaki ba instruction à partir ya parti à partir bake kose manifester vis-à-vis nde toujours kosouffrir boye. Mais quand on sali babiloko na bango wana mais gouvernement oyo bayebi ki bato basali ba revendication vis-à-vis bandeko bazo souffrir na est
Mais comment on va le sous bango? Hein? Le niveau Norbert Yamba, est-ce que vraiment pour qui voit qu'on doit mettre le modèle à néo bateau va manifester qui peut m'avancer dans la est-ce que c'est le point de beaucoup complice? Merci. Merci Ndeko pour Namtuna Nayo. Vous avez la bonne personne devant nous, Azad, directeur à cabinet, il y a ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui est ici. Vous avez la question, M. Norbert Yamba, Moutouna et Peuple. Ndeko Bisobanso, Tozana. Parce que la moté, manalikambo eza koleka na est ya biso ya mboka. Exactement par exemple le lot to lobi ki to ba manifester boy boy to za complicité to za complicité. Ce bato bazola pongité za biso pour la plupart des cas to la pongité na makambo nyoso zoleka na mboka na biso. Certainement que to za besoin pe ya opinion ba yo nyoso population congolaise oya komona ke makambo tambola ndenge malamu te balo bango bato bayoka eza mabe comme tel te mais omoni ke ko kende na ambassade eza pe malamu mais tala eza ba règle mususu diplomatique oyo tam mususu ezala respecter na banza moi kokoso na ko salemi lelo moko na moko toza koyeba ndenge nini nango ata toni to manifester to ko sala ndenge nini et je pense que c'est très nécessaire parce que dans Mikolo, tous autres traversés, tous a besoin de ya batum sous la simanabiso. Pour tous vraiment victime, il y a un complot miné à travers le monde. Donc il y a un monitoring que topé ça bango possibilité ba mekana quoi aggraver situation tous en go lelo. Il y a un moment attend on so mo konzo aibi ke makamango eza malamu te a koza ba mesure to be conservatoire. Non pas parce qu'il y a cause de favoriser bandeko, mais pona koyeba ete complot et makasi mingi photos à Maël. Merci Ndeko Yamba Yamba. Bonjour Ndeko Yamba Yamba. Pourquoi le président n'investit pas dans l'agriculture, pêche et élevage? Nous avons un grand projet d'économie verte durable, mais nous manquons de financement. Cela réduira les antivaleurs, augmentera les civismes. Isa malam. Le lot tout ça korobani non. Tout ça korobaki non, il faut nous aller ici là. Mais le président Lobinini, il faut revanche à sol sur le sous-sol. Et donc, au Aragnon sur le lobby, c'est toute une politique déjà déclinée. Alors, au bazar, un projet, tout ça, c'est quand même nécessaire. Mais tant qu'on a un projet, le ministère sectoriel est allié, le ministère de l'Agriculture. Alors, au yé, au solo, il y a un ministre, etc. Ah, tout ça, la banque est belée. Certainement que la banque, en gros, moi, Pokoso, on va dire tout ça, mais ce qu'on prouve déjà que vous êtes capable, pourquoi pas. Et puis, tout ça, sous le fonds de promotion industrielle, vous avez le l'État, ce que vous avez le projet bancable. Ils ont dit que, comme il y a papier belé, non, il faut prouver. Là, que niveau de rentabilité, parce que bon, autant, on va faire ça, voilà. Crédit est différent dans la subvention. Merci. Delphin, devant toi, tu as la réponse claire et efficace à donner à ton ancien invité, M. Ferdinand Kambere. L'IDPS ne manque pas de têtes bien faites. Voilà Yamba Yamba qui est là. Il est capable à diriger n'importe quel poste que les gens du PPR2 ne peuvent pas. Plein de mois de créer des polémiques. Monsieur Yamba Yamba, je suis fan de vous depuis longtemps. Ne vous découragez pas. Allez de l'avant. Vous avez déjà la confiance du chef. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Isaboué. Nabi, Biloko, Boza 100. Ok. Et bon, on a 100 ans. Bassa Nezara 5. Alors, 100 ans, on a Yamba Modé. C'est ça. Voilà. Yamba Yamba, c'est un développeur. Il peut nous expliquer ce que tu sais qu'il a fait sur le plan social parce qu'apparemment, ils ont échoué. Je prends un appel parce que tout le monde a soukapé. Allô? Allô? Ne connaissez pas, appelez, répondez à la question. Vous êtes un développeur? Oui, je suis un développeur. Sur le plan social, vous avez échoué? Bon, papa, tant que solo babi, sur le plan social, parce qu'il n'y a pas de développement sans social. Et il n'y a pas social sans économie. Il y a cohérence. Mais, président Salini, social. Oui, social, enseignement par exemple. Okay. Enseignement, gratuité. Article 43 de la Constitution. Gratuité.
On a plus de 6 millions d'enfants à l'école. Certainement, non, mais et la qualité, oui. Il faut déjà commencer et on va identifier les problèmes qui se posent et sur base de ces problèmes, on va les résoudre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non seulement gratuité et enseignement, mais bon, on va infrastructure et enseignement. Bah, école moderne. N'habitez sur le sur c'est quoi ça? Les autres, par exemple, PDL, 145 territoires. Tendance, et ça, pour arroser Mboka. On a aussi sans coup côté l'homme mais là où na quand ça y est sur ce communauté mais na moni ba école ba tongi na moni centre de santé na moni même na bâtiment administratif et quoi ba tomboli yango et ba on a le quoi social ba ba la plus du boumou. Attention tout ça qui est deuxièmement makamba santé bon moi là hôpital les hôtels les gratuité de la maternité aussi c'est ça et puis climat ça permet de battre l'hôpital, etc. Problème est à Kolia. Il y a Kolia. Président de la République, Azumezir Ali Bosso, a mis fonds de développement rural. Botan la paix pourcentage, il a payé le ministère de l'Agriculture. Donc, les accords sociaux, Banzela, il a ça. Nous, on a ça. Mais malheureusement, les gens nous appellent. Monsieur Delphin, je n'ai pas besoin que monsieur ici là, car Yamba Yamba me donne l'appétit de regarder ma télévision jusqu'à demain matin. Merci en tout cas. Voilà, monsieur Norbert Yamba Yamba, regardez la caméra, on retient quoi, la passage nayo par rapport à ma Tolobi, je précise bien, cause à dire câble. Il y a VEPM de l'intérieur, vous êtes un panafricaniste, développeur et aussi cadre de l'UDPS. Merci Bandeko, d'abord merci Nande Boutiro Landabiso, Tolobi que tu es bignoso, mais Tolobi qui est formé depuis Bomwana, Potimboka Oyo, Batam Bisango Ndenge Longobani. Nabanza Boyebi Yango bien. Depuis 1983, je suis étudiant, je suis Kotaki, je suis parti au IDPS, c'était le lot. Nanzala, Namalam, Tozaka, continue, Kota, la Soki, Neni, la Tokosa, la boîte avec le bosso. Mikolo, tu es Mayel, parce que Batonio, Tokosa, la Kobunda, tu es Mayel, ma canisso, tout ça, tu copes à mon Konzamboka, tu copes à ministre, tu copes à. Nous avons besoin de Tokosa. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, président de la République, a une responsabilité responsabilité non seulement vis-à-vis de la population d'Abisso, mais vis-à-vis de Yémongo. Il est parmi la jeunesse, il avait 19 ans, Tango Makamo et Salemi. À côté de l'IDPS, à Moni Ndenge Bazo créé un Tilelo comme président de la République. Azana compte à rendre dans le peuple d'Abisso. Troisième chose, président de la République. Non, 2018, coutou. La guissiation en 2023, va payer pouvoir. Au moins, scrutin à un tour, on est à 73%. On a passé dans un candidat de député national. Va voter partout. Et ça, Nyongo Mounene. La province la plus éloignée est à Sud Kivu, 2000 km. S'il vous plaît. Et que ça la malamba et où nyoso parce que candidat gouverneur certainement bino ba regroupement bino ba to ko bozo pesa ba to parce que ça ba candidat gouverneur et ça gouverneur té ko gérer province et ça peut passer na diplôme à licence na diplôme à doctorat et ça techniquement quoi et ça compliqué parce qu'en réalité compte tenu de la dimension yambo karabiso législateur, le constituant, non, tous on a deux niveaux, il y a pouvoir, tous on appelle 3 niveaux de gouvernance. Alors, le gouvernement a une responsabilité. Ça peut être un organe, il faut que ça ça sali tour, ça fait plus de 17 ans que je travaille. Mais comme dans la province, est-ce que le gouvernement central a dit bon côté? Mais le gouvernement a dit combien ils ont dû, mais pas na yé, quand on a une taxe d'intérêt commun. Combien de mondes il y a ça niveau de ville, à niveau de commune, à niveau de secteur, etc. Et ça, les matins. Contrôleur peut à Sati.
Et donc, il est très important que les députés puissent se battre au niveau qui aventure. Parce que comme on a par exemple, au lieu de ça la contrôle en disant longo bani, bango ba ken dans sens que ba tia pression bon ba pesa bon ba lia bon soka saka ya longwe mosu soya non et comment elanga ya bitabete. Et cinquième chose pour terminer, administrateur du territoire boza kimia chef de l'État a eu une information puis à ça après ça une instruction précise pour la makamona bino la provision budgétaire c'est salemi. Tout cela, je pense que ça sera actionné. Merci. Pour le reste, combat mnene na choix ya batumbaloyo. Et ça bateau, bazan ba regroupement politique, bazu ba député, oh lelo oh bakoko presse ba ministre s'il vous plaît, ayez pitié de notre peuple. Bon pour na baye oh bazan d'intégrité, peine à compétence technique. Parce que la technique ne se négocie pas. Merci, monsieur Norbert Yamba, l'oiseau rare de la République démocratique du Congo, Bato Abouye. Tolo Baté. On est journaliste, on fait des émissions avec les gens, mais je me suis senti à l'aise devant cette intelligence et sagesse. Moi, je plaide. Ce qu'on a kota nga, chef de l'État, on nomme lenga ya tande ko Yamba. Bisona peuple to béni to mon intelligence ko za la malam de telles personnes basa bateau yo soko tché bango ba ko peut so solution ba mo faut pas aller chercher ailleurs, ils sont là avec tout l'amour qu'ils ont. Chef de l'État, peuple public nangai to sengi monsieur Yamba mérite mieux, il peut t'aider parce que là l'amour du pays est ton amour. Parce qu'il a aimé ton père et il est parti. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. C'était votre émission Au Centre. L'émission est déjà en direct sur notre YouTube Au Centre TV. Restez fidèles sur cette chaîne ProChannel. C'est chaque jour à partir de 16h30. Rediffusion 23h. Une autre RDC possible. Et à la caméra, M. Benz Beaucoté qui était là. Et côté réalisation, M. Stéphane. Et côté YouTube, M. Ezekiel qui était là. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.